La position de la diplomatie française au Niger est de plus en plus difficilement lisible. D'un côté, on dit avec force que l'on ne reconnaît pas la junte militaire au pouvoir. On dit avec force que l'on ne reconnaît donc pas les décisions qui sont issues de cette junte, que ce soit l'expulsion de l'ambassadeur de France ou même des troupes militaires françaises, c'est clairement dit. Et de l'autre côté, on négocie en cachette avec les militaires pour permettre à une partie de l'armée française présente au Niger de partir. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, les soldats français ne bougent pas. Ils sont maintenus dans leur base depuis aujourd'hui plusieurs semaines. Comment comprendre donc cette position française? Je pense qu'il y a un piège énorme dans une partie des soldats français. Il faut éviter de chasser quelqu'un par la porte et le laisser rentrer par la fenêtre. Parce que c'est très clairement quelque chose que la France a fait à plusieurs reprises en Afrique, que ce soit pour le franc CFA ou même les bases militaires. Et dans cette vidéo, on va parler de cette stratégie du président français que l'on appelle communément le « en même temps ». Chose contradictoire en même temps. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de développement de l'Afrique, de business. Donc si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui est arrivé prochainement à Abidjan, on a une société de location de voitures. Vous nous contactez au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de vos budgets. Pour ceux d'entre vous qui cherchez un appartement de bon standing, nous avons ce qu'il vous faut en plein cœur d'Abidjan. Dans la barre de description, vous avez un lien pour réserver vos places en fonction des disponibilités. Et puis enfin, si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, sachez que nous construisons désormais à Bingerville des villas duplex, 3 chambres, 4 chambres, à des tarifs battant toute concurrence. Tous les samedis à 15 h, nous organisons des visites pour vous permettre de toucher du doigt les maisons, de voir la qualité des constructions et de vous prononcer. Réservez donc au numéro qui s'affiche votre place pour le samedi prochain. Alors aujourd'hui, je veux revenir sur les récents événements au Niger. On apprend qu'aujourd'hui, l'armée française discuterait en cachette, en catimini. C'est une information qui a été relevée par le journal Le Monde avec les militaires en face pour faciliter l'évacuation d'une partie de l'armée française. Et bien évidemment, ceci interroge sur la réelle position de la France. On reconnaît la junte ou on ne la reconnaît pas? Comment on peut dire, d'un côté avec insistance, que la junte est illégitime, que le président Bazoum est le seul dépositaire de l'autorité, qu'il n'y a qu'auprès de lui que l'on reconnaît des discussions, des échanges, et donc que de fait, toutes les décisions prises par la junte ne sont pas reconnues et ne sont pas validées. Et de l'autre côté quand même, on discute avec la même junte pour faire partir les militaires français. Vous savez ce qu'on dit? Non, nous ne discutons pas avec la junte, c'est une discussion de militaire à militaire. Parfois, j'ai l'impression qu'on prend des gens vraiment pour des idiots. Vraiment. Les militaires qui sont aujourd'hui en service à Niamey, ils sont sous le commandement de qui? Ils sont sous la direction de qui? Les militaires qui sont à Niamey en ce moment, avec lesquels l'armée française discute des conditions du départ d'une partie de l'armée, auprès de qui ils valident les décisions. Je trouve ça tellement, je ne sais pas, c'est de l'hypocrisie, je ne sais pas comment on appelle ça, de la malice, de la volonté de tromper, je ne comprends pas en fait ça. Il faut assumer clairement aujourd'hui que la France est rentrée en discussion avec la junte. Et que la France aujourd'hui négocie avec la junte le départ d'une partie de son armée. Parce que la junte a dit toute l'armée française dehors. Quand on dit que l'armée française, ça c'est prendre des gens franchement pour, je ne sais pas, c'est quoi si on croit que les gens manquent d'intelligence à ce point. On dit l'armée française discute des conditions du départ d'une partie de ses troupes parce qu'effectivement ces troupes étaient là pour combattre le terrorisme. Ça fait plusieurs semaines qu'elles ne font rien, elles sont à la base, les policiers ont peut-être commencé à prendre du ventre parce qu'ils mangent de la bonne nourriture. Eh bien, on constate que ça devient clairement inefficace et inopérant de garder autant d'hommes à ne rien faire sur place. Et donc qu'est-ce qu'on décide? On décide donc de commencer à discuter pour qu'une partie d'entre eux parte. Mais on discute avec qui? Dans un pays dans lequel il y a des militaires au pouvoir que l'on ne reconnaît pas. On discute donc avec qui? On dit on discute avec les militaires en face. Mais c'est qui les militaires en face? Ce sont des gens qui ont des positions qui sont sous le commandement des putschistes. Parce qu'une fois qu'on a fini de discuter avec les militaires en face, une fois que l'armée française a dit bon, nous voulons sortir 100, 200, 500, 800 hommes, est-ce que le militaire qui est en face peut décider de quelque chose? Il va aller demander la permission. Il va aller servir de boîte à lettres. Il va dire ok, vous avez dit ça, je m'en vais donc demander à mes autorités ce qu'elles pensent de votre proposition. Est-ce que ce sont les militaires qui sont en face de là qui décident? Non. Ça remonte jusqu'à Tiani,
son gouvernement et la décision est prise de on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Donc de manière très claire et directe, la France est rentrée en négociation avec la junte au pouvoir pour négocier le départ de ses militaires. Mais comment elle peut donc rentrer en discutant avec la junte et continuer de dire dans le même temps qu'elle ne reconnaît pas la junte? De fait, elle vient elle-même de valider qu'elle reconnaissait la junte. Elle vient de valider qu'elle reconnaissait la junte, très clairement. Mais cette manière de faire est dangereuse. Elle est dangereuse parce que c'est une façon avec laquelle la France procède beaucoup en Afrique. Les demi-mesures. Il faut faire très attention aux demi-mesures parce que c'est le meilleur moyen de ne rien faire changer du tout. Pour ce qui est des bases militaires, on sait tous aujourd'hui qu'il y a une forte pression populaire en Afrique de manière générale pour qu'il n'y ait plus de bases militaires françaises. On ne veut plus de bases militaires françaises parce qu'elles sont la continuité du colonialisme. Elles n'ont pas de justificatif dans plusieurs pays africains et surtout, elles peuvent servir, comme on peut le voir actuellement au Niger, de moyens de pression sur des dirigeants. Parce que quand on a des bases militaires dans un pays, comme on le voit maintenant, ça sert de pression contre l'armée nigérienne, ça sert de pression contre les putschistes au Niger, parce qu'il faut être très clair là-dessus. Si la France n'avait pas ses 1500 militaires au Niger en ce moment, est-ce qu'elle pourrait tenir tête et dire je ne reconnais pas si, je ne fais pas si? Elle ne pourrait pas. Parce que quand elle va jusqu'à dire nos militaires sont en Afrique pour protéger nos intérêts, mais on nous a fait comprendre à tous que la France avait des grands intérêts partout ailleurs dans le monde et pas en Afrique. On nous a rappelé que les chiffres du commerce extérieur, la France commerce à peine à 3% avec les pays d'Afrique subsaharienne. Alors, si elle commerce si peu avec les pays d'Afrique subsaharienne, pourquoi elle va prendre autant d'hommes pour aller protéger si peu de commerce et si peu de business? L'armée française ne protège pas les intérêts français partout ailleurs dans le monde. Ce n'est pas le but de l'armée française d'aller dans les pays étrangers et de commencer à protéger des intérêts avec des armes. Ce n'est clairement pas le but de l'armée française. Donc, il faut pouvoir être cohérent. Mais cette démarche-là, comme je disais, il faut la regarder et l'analyser avec beaucoup de pincettes. Quand on a demandé que l'on voulait le départ des bases militaires françaises, qu'est-ce qui nous a été proposé? Plutôt que de venir dire la France a compris le message, nous allons revoir en profondeur la coopération militaire avec les pays africains, nous allons retirer nos bases. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Non, 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 non. On va diminuer les effectifs des bases militaires et on va changer leur fonctionnement. Mais on va garder une partie sur place. Voilà ce qui est sorti des échanges au sujet des bases militaires. Vous vous rappelez de ça? C'est très astucieux. Au fond, les bases militaires sont restées. Au fond, l'armée française est toujours là, dans des effectifs a priori moindres, mais on est toujours là. Pareil avec le franc CFA. On a dit on ne veut plus du franc CFA, on ne veut plus de cette monnaie, il faut qu'elle parte. Le franc CFA est une monnaie qui est régie par 4 grands principes. Et parmi les 4 grands principes, il y avait la libre convertibilité. Enfin, parmi les 4 grands principes, certains dérangent beaucoup plus que d'autres. Alors, quand les Africains ont dit on ne veut plus du franc CFA, quelle a été la réponse de la France? Ok, on a compris. Est-ce qu'on est venu dire on arrête le franc CFA, on change la monnaie, vous êtes libre maintenant de faire votre monnaie comme vous voulez, soit par pays, soit toujours en groupe? Non, 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 non. On est venu dire ok, on va changer le nom. Ça va s'appeler ECO. On va enlever l'argent à la Banque de France. Ça va être à la Banque centrale africaine. Et puis c'est bon. Changement d'artifice. On ne change pas les mécanismes de fonctionnement qui en réalité sont ceux qui posent vraiment problème. Le fait que cette monnaie soit arrimée à l'euro, qui est une monnaie très forte, et donc privant les Africains de flexibilité au niveau de leur prise de décision. Le fait que cette monnaie-là ait une libre convertibilité par rapport à l'euro. On ne change pas du tout ces éléments-là. On garde l'apparence. Pareil avec les bases militaires. On n'enlève pas les bases militaires, non, on garde les bases militaires, mais on fait des changements artificiels. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore cette même stratégie qui est en train d'être mise en œuvre. On n'enlève pas toute notre armée, on négocie avec vous pour enlever une partie de l'armée, en espérant que quand on aura enlevé une partie de l'armée, ça va calmer les ardeurs. Mais en fait, non. En fait, non. Parce que les gens lisent très clairement dans ce jeu. Quand le Mali a demandé à l'armée française de partir, il n'a pas demandé à une partie de l'armée française de partir. Il a demandé à toute l'armée française de partir. Quand le Burkina a demandé à l'armée française de partir, ils n'ont pas demandé à une partie de l'armée française de partir. Ils ont demandé à toute l'armée française de partir. Et la demande que le Niger fait, ce n'est pas une demande pour qu'une partie de l'armée française parte. C'est une demande pour que toute l'armée française parte du Niger. Ce sont donc des demandes complètes. Aujourd'hui, il y a une négociation qui est en train d'être faite pour qu'une partie de l'armée parte. Qu'est-ce que vous en pensez? Faudrait-il accepter cette proposition du départ d'une partie de l'armée française en se disant que c'est déjà mieux
d'avoir 1000 soldats plutôt que 1500? On laisse partir 500. Ils sont déjà moins nombreux. Ça diminue un peu la pression. Est-ce que c'est mieux de laisser partir 1000 et de garder 500? 500 militaires, ça va? Ou alors, vous êtes plutôt dans l'option qui dit non, il ne faut rien laisser, il faut tout enlever. Ne rien laisser. Jusqu'au dernier militaire, jusqu'au dernier véhicule blindé, à la dernière munition française, tout doit partir. Tout ceci doit repartir en France. Vous savez pourquoi je dis que c'est une stratégie qui est vraiment très intéressante? C'est que malgré donc cette situation de départ de la France, l'article du Monde continue en révélant qu'en fait, non, attention, la France n'est pas en train de dire qu'elle veut enlever ses 1500 militaires. Elle veut les redéployer. Vous comprenez? Elle veut les redéployer. Quand on a chassé l'armée française au Mali, elle s'est redéployée. Vous avez vu ça? Elle s'est redéployée au Niger. Du coup, on a eu un effectif de 1500 hommes. Aujourd'hui, on demande à l'armée française, alors elle s'est redéployée, une partie est repartie en France. Parce que ce n'est pas tous les soldats qui sont revenus au Niger. Une partie est repartie en France et l'autre est venue au Niger. Aujourd'hui, on demande à l'armée française de partir du Niger et on veut refaire la même stratégie de redéploiement. C'est-à-dire, une partie de l'armée va repartir en France et l'autre partie va aller où? Au Tchad. Maintenant, c'est vers le Tchad que l'armée française veut envoyer ses troupes. Alors, il y a déjà l'armée française au Tchad d'ailleurs. J'ai appris ce matin qu'un soldat français aurait tué un soldat nigérien. Ouais, j'ai appris ça. Un soldat français, suite à une altercation apparemment, le soldat nigérien a sorti un couteau, il aurait piqué 3 fois le soldat français et le soldat français lui aurait tiré dessus et il serait décédé. Donc, en ce moment même, il y a une forte tension dans la région et il y a de grosses discussions entre les représentants de l'armée française et les représentants du Tchad pour essayer de désamorcer cette situation. Donc, déjà, la situation elle-même, elle est déjà tendue au Tchad en ce moment. Et l'idée, ce serait que on redéploie donc les 1500 militaires français, qu'une partie aille en France, une partie reste au Niger et une partie aille donc au Tchad. Que pensez-vous que le Tchad doit faire? Parce que du coup, en venant maintenant au Tchad, ça voudrait dire que les militaires français ne sont plus du tout dans la partie du Sahel en Afrique de l'Ouest. Mais si le but de l'armée française, c'est vraiment donc de combattre le terrorisme, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas voir le gouvernement libyen pour que les 1500 militaires français aillent en Libye? Et que les 1500 militaires aillent, parce que la Libye c'est le fief, que les 1500 militaires français aillent donc en Libye et qu'ils combattent le djihadisme là-bas, qu'ils combattent le trafic d'armes là-bas, qu'ils aillent dans le fief même de là où de l'endroit le plus déstabilisé pour travailler au cœur du problème qu'il faut le rappeler, a été créé par la France et la communauté dite internationale. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à l'Algérie? On pourrait demander à l'Algérie, l'Algérie est frontalière. On pourrait demander à l'Algérie aussi que l'armée française aille là-bas. Bon, on me dira non, il n'y a pas le terrorisme là-bas, ainsi de suite, soit. On pourrait demander aux autres pays frontaliers du Sahel, au nord. Non. Pourquoi ce n'est que dans les anciennes colonies qu'il faut absolument que l'armée française soit présente? Bon, maintenant, le prochain pays, c'est le Tchad, apparemment. La prochaine destination, c'est le Tchad. Déjà, il y a des militaires français, mais il va y en avoir encore plus. Parce qu'il y a de fortes chances que, bien évidemment, le président Déby accepte, puisque il avait déjà été à Dubaï à l'époque par le président français. Donc aujourd'hui, si on lui demande en contrepartie d'accepter une partie de l'armée française, je ne pense pas qu'il va dire non. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà la réalité, voilà la situation, voilà la position. Comment vous analysez ça? Moi, je trouve que c'est une stratégie que la France utilise beaucoup. La stratégie du en même temps, pour laquelle, expression très chère au président français et qui traduit très clairement sa capacité à pouvoir être dans des paradoxes. Je ne reconnais pas quelqu'un, mais je discute avec lui en cachette, en parallèle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà en tout cas la situation. Très bientôt.